Qui est le meilleur joueur de la génération dorée? Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Dries Mertens, Axel Witsel et j'en passe. Tous ont porté la vareuse des diables. Mais qui est vraiment le meilleur? Pour définir qui est le GOAT de la génération dorée, je me baserai sur 3 critères. Premièrement, sa carrière dans son entièreté, ensuite le prime du joueur et pour finir ses performances en sélection nationale. Bon, concrètement, je pense qu'il est nécessaire de faire un premier tri entre les joueurs, sinon la vidéo durerait 1 heure. Ne sont éligibles au titre de meilleur joueur de la génération dorée à mes yeux que 4 personnes, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Eden Hazard. Avant de commencer, j'aimerais dans un premier temps clarifier le fait que chacun a ses propres goûts et que ma réponse n'est pas forcément une vérité absolue. Formé à Anderlecht, Lukaku fera ses débuts en Jupiler Pro League à l'âge de 16 ans et 11 jours, le 24 mai 2009, lors d'un match opposant les Mauves au Standard de Liège, devenant par la même occasion le joueur le plus jeune à jouer en Jupiler Pro League. Durant sa première saison en tant que professionnel, il inscrit 19 buts et délivre 8 passes décisives en 2600 minutes à tout juste 17 ans. La saison suivante, il refait le coup avec 20 buts et 7 passes décisives en 3700 minutes, de quoi convaincre Chelsea de poser 15 millions d'euros sur lui à l'été 2011. Malheureusement, durant sa première saison à Chelsea, il jouera très peu, ce qui poussera le club à le prêter une saison à West Bromwich Albion, une décision salvatrice pour le jeune Lukaku car c'est ce qui lancera réellement sa carrière au très haut niveau. Grâce à ce prêt, Lukaku est désormais dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League et c'est Everton qui raflera la mise. Après plusieurs saisons réussies avec les Toffees, Big Rom est désormais prêt à passer à l'échelon supérieur et c'est à l'été 2017 que Manchester United décide de poser pas moins de 84 millions d'euros sur notre Diable Rouge. Là-bas, Lukaku ne parviendra pas à montrer toute l'étendue de ses capacités. Pire, il sera même vu en surpoids, un énième scandale dont il aurait pu se passer. Romelu quitte Manchester United avec une image de flop. Une image que j'aimerais cependant nuancer car premièrement le contexte et l'ambiance régnant à Manchester United n'est pas propice à la réussite des joueurs. On le voit encore aujourd'hui avec des exemples comme Anthony et Scott McTominay. Et deuxièmement car il a marqué 27 buts et délivré 9 passes décisives lors de sa première saison et 15 buts et 3 passes décisives lors de sa seconde saison où il jouait moins. Des statistiques honorables pour un entre guillemets flop. Mais comme le dicton le dit, après la pluie, place au beau temps, car c'est bien après son transfert à l'Inter que nous verrons la version ultime de Romelu Lukaku, celle qui nous avait été promise à ses débuts à Anderlecht. Vitesse, physique, finition, Big Rom est impressionnant dans tous ses aspects du jeu et sa doublette avec Lautaro ravage l'Italie. La saison 2019-2020 est la plus prolifique dans la carrière de Lukaku qui a inscrit 34 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues. L'Inter termine 2ème de Serie A et parvient à se hisser en finale de Ligue Europa, défait par le FC Séville 3-2. L'attaquant belge inscrit 7 buts en 6 matchs de Ligue Europa au cours de cette période, décrochant au passage le record de matchs consécutifs dans la compétition avec un but marqué. Une série entamée dans les rangs d'Everton en 2014-2015. Il devient également le meilleur buteur belge en Europa League à l'issue de cette saison. Lukaku est sacré champion d'Italie avec l'Inter lors de la saison 2020-2021 et est même élu meilleur joueur de la compétition. Big Rom battra au passage un record de Ronaldo R9 lui-même en devenant le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 50 buts en Serie A. Bref, à ce moment-là, Lukaku est la coqueluche des supporters et purement intouchable à Milan. Malheureusement, après cette période dorée, Lukaku décide de revenir à Chelsea à l'été 2021 pour environ 115 millions d'euros, un transfert record pour le club londonien. Beaucoup espéraient qu'il y retrouverait enfin sa place, mais son retour tourne court. Mal intégré dans le système de Thomas Tuchel, critiqué pour son manque d'implication et auteur d'une interview polémique dès sa première saison, le Belge ne parvient pas à s'imposer. Il inscrit néanmoins 15 buts toutes compétitions confondues, ce qui reste honorable compte tenu du contexte difficile. Face à cette impasse, Lukaku retourne à l'Inter Milan en prêt lors de la saison 2022-2023, mais ce second passage ne sera pas aussi flamboyant que le premier. Miné par les blessures et relégué au second plan dans la hiérarchie offensive, il n'est plus le joueur incontournable qu'il était. Il dispute tout de même 37 matchs pour 14 buts et 7 passes décisives, un rendement loin d'être ridicule, surtout en considérant son statut de remplaçant fréquent. Cependant, son image en prend un coup après la finale de Ligue des Champions perdue contre Manchester City, au cours de laquelle il rate plusieurs occasions franches, devenant la cible de moqueries sur les réseaux. Malgré ces épreuves, Lukaku rebondit à nouveau. Il rejoint l'AS Roma en prêt pour la saison 2023-2024, où il retrouve une forme convaincante avec 21 buts en 47 matchs, redevenant un leader offensif sous les ordres de José Mourinho, son ancien coach à Manchester. Ce retour au premier plan lui ouvre les portes d'un nouveau défi à Napoli. Transféré en 2024, il contribue activement au sacre du club napolitain en Serie A, ajoutant un deuxième scudetto à son palmarès personnel et confirmant son statut de serial buteur en Italie. A mes yeux, Romelu Lukaku fait incontestablement partie des meilleurs buteurs de la dernière décennie. Ses statistiques et son palmarès parlent d'eux-mêmes,
quintuple meilleur buteur dans différentes compétitions, quadruple champion national, élu meilleur joueur de Serie A et joueur le plus cher de l'histoire du football si l'on cumule toutes ses indemnités de transfert. Et la liste est encore longue. Peu d'attaquants peuvent se targuer d'avoir franchi la barre des 400 buts en carrière, sans compter ses 117 passes décisives, qui témoignent aussi de son altruisme sur le terrain. Voilà pour ce qui en est de sa carrière en club, mais maintenant qu'en est-il de la sélection nationale ? Romelu Lukaku est appelé pour la première fois chez les Diables Rouges à seulement 16 ans en mars 2010. Il dispute son premier match le 3 mars contre la Croatie avant d'inscrire ses 2 premiers buts internationaux quelques mois plus tard, en novembre, lors d'un match amical contre la Russie. Très vite, il s'impose comme un élément central de l'attaque belge. Il participe à sa première grande compétition internationale lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Bien que sa performance soit mitigée durant les phases de groupe, il inscrit un but décisif en prolongation contre les États-Unis en 8e de finale, permettant à la Belgique de se qualifier pour les quarts. Ce sera le début d'une longue série de compétitions internationales pour lui. Durant l'Euro 2016, Lukaku a inscrit un doublé contre l'Irlande lors de la phase de groupe, mais la Belgique est éliminée dès les quarts contre le Pays de Galles, dans un match considéré comme une énorme désillusion. C'est lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie que Lukaku réalise sans doute son plus beau tournoi avec les Diables. Il inscrit un doublé contre le Panama, puis un autre contre la Tunisie, terminant la compétition avec 4 buts. La Belgique réalise un parcours exceptionnel et termine 3e après une victoire contre l'Angleterre lors de la petite finale. Lukaku, par son rôle central dans l'attaque, est l'un des artisans majeurs de ce succès historique. À l'Euro 2020, Lukaku continue sur sa lancée avec 4 buts, terminant à nouveau parmi les meilleurs buteurs du tournoi. Malgré cela, la Belgique est éliminée en quart de finale face à l'Italie, futur vainqueur. Lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, c'est un tout autre visage qu'il montre. Arrivé blessé, il joue peu, et lorsqu'il est enfin aligné lors du match décisif face à la Croatie, il manque plusieurs occasions franches. La Belgique est éliminée dès la phase de groupe, une énorme déception pour une génération dorée qui semblait atteindre la fin d'un cycle. Lukaku, visiblement touché, quitte le terrain en larmes, conscient d'avoir failli à son rôle en manquant l'immanquable. Malgré tout, Lukaku reste à ce jour le meilleur buteur et le joueur le plus décisif de l'histoire de la sélection nationale belge, avec 117 goal assists en 124 matchs. Ces éléments font de lui un monument du football belge et même du football de sélection dans sa globalité, car Lukaku est le 5e meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, et si tout se passe bien, il devrait finir sans peine dans le top 3, juste derrière Messi et Ronaldo. Contrairement à Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne n'est pas issu de Nerped, mais est formé au KRC Genk où il fait ses débuts professionnels en 2008 à tout juste 17 ans. Très vite, sa vision du jeu, sa qualité de passe et sa maturité étonnent. Dès la saison 2010-2011, il s'impose comme un titulaire indiscutable et contribue fortement au titre de champion de Belgique décroché par Genk cette année-là. Avec 5 buts et pas moins de 16 passes décisives, ses performances tapent dans l'œil des recruteurs européens. Et en janvier 2012, Chelsea encore une fois décide de l'acheter pour environ 8 millions d'euros. Il termine néanmoins la saison à Genk, prêté jusqu'en juin. Mais comme pour Lukaku, Chelsea ne lui donnera pas réellement sa chance. Il est d'abord prêté au Werder Brême en Bundesliga pour la saison 2012-2013 où il explose littéralement, 10 buts et 9 passes décisives en championnat. Malgré ce prêt très réussi, De Bruyne ne trouve pas sa place dans l'effectif de Chelsea à son retour. En manque de temps de jeu, il quitte Londres à l'hiver 2014 pour rejoindre Wolfsburg contre 22 millions d'euros. C'est en Allemagne qu'il va atteindre un premier pic de forme. À Wolfsburg, il devient tout simplement l'un des meilleurs milieux offensifs d'Europe. Sa saison 2014-2015 est exceptionnelle, 16 buts et 27 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il remporte la Coupe d'Allemagne, la Supercoupe aussi face au Bayern et est élu meilleur joueur de Bundesliga. Ce rendement stratosphérique attire naturellement les grands clubs et c'est Manchester City qui décroche le gros lot à l'été 2015, déboursant environ 76 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et c'est là, en Première Ligue, que Kevin entre définitivement dans la cour des grands. Surnommé KDB, il devient rapidement le métronome de Manchester City. Sous les ordres de Pep Guardiola, son jeu atteint des sommets. Passes tranchantes, frappe chirurgicale, compréhension du jeu exceptionnelle. Il rafle tous les titres nationaux avec les Citizens. 5 Premier League, 2 FA Cup, 6 League Cup et surtout la Ligue des Champions 2023. Un trophée qui manquait cruellement à son palmarès. Sur le plan individuel, il est élu à 4 reprises meilleur passeur du championnat et 2 fois joueur de l'année de Premier League. Termine 3e au Ballon d'Or en 2022 et figure constamment dans les équipes types de la FIFA. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur milieu offensif de chaque génération et potentiellement le meilleur joueur belge de tous les temps. Son prime se situe selon moi entre 2017 et 2023 et est d'une régularité impressionnante. Il aura rarement connu de creux de performance à l'exception de quelques blessures. Mais qu'en est-il de son apport en sélection nationale ? Kevin De Bruyne fait ses débuts avec les Diables Rouges en 2010 à l'âge de 19 ans et devient très vite un pilier de l'équipe. Son premier but international intervient en octobre 2012 contre la Serbie. Il participe activement aux qualifications pour la Coupe du Monde 2014 où il est l'un des meilleurs Belges du tournoi. Sa qualité de passe et sa capacité à faire le lien entre le milieu et l'attaque font de lui un joueur indispensable.
À l'Euro 2016, il est attendu comme un leader technique mais peine à briller pleinement, même s'il distille quelques passes précieuses. Comme Lukaku, il est éliminé avec la Belgique en quart face au Pays de Galles, dans une rencontre où toute l'équipe passe à côté. C'est en Russie en 2018 que Kevin De Bruyne se montre sous son meilleur jour avec les Diables. Lors du quart de finale contre le Brésil, il inscrit un superbe but d'une frappe lointaine, permettant à la Belgique de se hisser en demi-finale. Son trio avec Eden Hazard, Romelu Lukaku fait des merveilles et permet à la Belgique de terminer 3ème. Une performance historique à laquelle il contribue grandement. À l'Euro 2020, malgré une blessure contractée en Ligue des Champions avec City, il revient pour le tournoi et marque un but magnifique contre le Danemark. Encore une fois, la Belgique s'arrête en quart, cette fois face à l'Italie. Lors du Mondial 2022 au Qatar, De Bruyne est désigné capitaine, mais le contexte est compliqué, la génération dorée semble à bout de souffle, et Kevin De Bruyne lui-même crée polémique en déclarant que l'équipe est, entre guillemets, trop vieille pour gagner. Ses performances sont en deçà de ses standards habituels et la Belgique est éliminée prématurément. Malgré cette désillusion, Kevin De Bruyne compte aujourd'hui plus de 100 sélections avec 31 buts et 52 passes décisives. S'il n'a pas toujours eu le rayonnement attendu en tournoi majeur, il reste l'un des plus grands talents que la Belgique ait connu. Sa capacité à changer le cours d'un match par une passe ou une frappe, enfin un atout inestimable. Formé à Genk, Thibaut Courtois fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans en avril 2009. Très vite, le jeune gardien belge impressionne par son calme, ses réflexes et sa maturité, inhabituelle pour son âge. Lors de la saison 2010-2011, il devient le gardien titulaire de l'équipe, participe activement au sacre de Genk en Jupiler Pro League et termine même meilleur gardien du championnat à seulement 19 ans, une ascension fulgurante qui attire logiquement l'attention des grands clubs. À l'été 2011, c'est encore une fois Chelsea qui le recrute pour un peu moins de 9 millions d'euros. Mais plutôt que de l'installer tout de suite dans les cages, le club londonien le prête dans la foulée à l'Atlético Madrid. Ce prêt s'avérera crucial pour la carrière du jeune Belge. Dès sa première saison en Espagne, il devient le gardien numéro 1 des Colchoneros, remporte la Ligue Europa en 2012 puis la Super Coupe d'Europe quelques mois plus tard, en battant Chelsea, justement son propre club. La saison 2012-2013 le voit confirmer son immense talent, mais c'est la saison suivante en 2013-2014 qui le propulse dans une autre dimension. Courtois est infranchissable, l'Atlético remporte la Liga contre toute attente, met fin à la domination du Real Madrid et du FC Barcelone et atteint la phase finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdu en prolongation face au Real. À ce moment-là, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Chelsea le rappelle alors de près en 2014, il prend immédiatement la place de Petr Cech, légende du club, et s'impose comme un titulaire indiscutable. Sous les ordres de José Mourinho, il remporte la Premier League et la League Cup dès sa première saison. En 2017, il gagne un deuxième championnat d'Angleterre et termine Golden Glove, meilleur gardien de la saison. À l'été 2018, désireux de se rapprocher de sa famille restée à Madrid, Courtois force son départ pour le Real. Il est transféré pour 35 millions d'euros, ce qui paraît dérisoire au vu de ses performances futures. Ses débuts sont pourtant compliqués, critiqués par une partie des supporters madrilènes et relayés par moments sur le banc, mais comme souvent dans sa carrière, Courtois répond sur le terrain. À partir de 2019, il devient tout simplement monstrueux. Il remporte la Ligue 1 en 2020, puis surtout la Ligue des Champions en 2022, dans une finale où il réalise un match légendaire contre Liverpool, multipliant les arrêts décisifs. Ce soir-là, il est unanimement reconnu comme l'homme du match. Cette performance vient couronner une saison exceptionnelle où il est le dernier rempart d'une équipe du Real qui renverse tous les favoris. Courtois est alors dans son prime absolu, des réflexes inhumains, un sang-froid glacial, un placement parfait. Beaucoup le considèrent comme le meilleur gardien du monde, voire l'un des plus grands à son poste dans l'histoire du football. Il remporte cette saison-là la Liga, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe de l'UEFA et le Mondial des clubs. Malheureusement, en août 2023, il subit une rupture des ligaments croisés du genou, puis une blessure au ménisque lors de son retour. Une double blessure qui le prive de la saison 2023-2024 et de l'Euro 2024 avec la Belgique. Mais qu'en est-il de sa carrière avec les Diables ? Courtois honore sa première sélection en 2011 à l'âge de 19 ans, devenant rapidement le gardien titulaire de l'équipe nationale belge. Il est présent à toutes les grandes campagnes internationales de la génération dorée. Lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il est déjà titulaire et impressionne par sa sérénité. Il encaisse peu et la Belgique atteint les quarts de finale. Je passe la déception de l'Euro 2016 que j'ai déjà expliqué plusieurs fois pour Lukaku et De Bruyne. C'est lors du Mondial 2018 que Courtois réalise ses meilleures performances sous la vareuse des Diables Rouges. Il est stratosphérique tout au long du tournoi, notamment lors du quart de finale contre le Brésil où il réalise l'un de ses plus beaux arrêts en carrière. Grâce à lui, la Belgique termine 3ème de la Coupe du Monde, un résultat historique. Il est élu meilleur gardien du tournoi et reçoit le gant d'or de la FIFA. À l'Euro 2020, il réalise une campagne solide, mais la Belgique est à nouveau éliminée en quart face à l'Italie. Puis vient la Coupe du Monde 2022 où, comme ses coéquipiers, il ne parvient pas à sauver une Belgique vieillissante et à court d'idées, malgré un pénalty arrêté contre le Canada. La Belgique sort dès les phases de groupe, une énorme déception. En parallèle, des tensions apparaissent au sein du vestiaire et Courtois n'est pas épargné.
En 2023, il refuse de participer à un match contre l'Estonie après que le brassard ait été confié à Lukaku. Il se défend ensuite en déclarant qu'il s'agissait d'un malentendu et qu'il voulait simplement discuter du respect qu'on lui portait en interne. Il se blesse peu après et ne rejouera avec les Diables qu'un an et demi plus tard contre l'Ukraine le 23 mars dernier. Si son talent est unanimement reconnu, sa légende en sélection est toutefois légèrement entachée par certaines polémiques, notamment des soupçons récurrents selon lesquels il feindrait des blessures pour éviter de disputer des matchs à faible enjeu avec la Belgique. Une attitude qui alimente régulièrement les débats parmi les supporters. Malgré tout, Courtois reste une légende de la sélection belge. Avec plus de 100 sélections à son actif, il est actuellement le gardien le plus capé de l'histoire des Diables Rouges et sans conteste, l'un des plus grands gardiens de sa génération. Eden Hazard est sans conteste l'un des joueurs les plus talentueux que la Belgique n'ait jamais connu. Formé au sein du centre de formation de Tubize puis au LOSC en France, il fait ses débuts professionnels à seulement 16 ans lors de la saison 2007-2008. Très vite, il impressionne par sa technique déroutante, ses dribbles fulgurants et son aisance balle au pied. À seulement 18 ans, il est élu meilleur espoir de Ligue 1, un titre qu'il conservera 2 années de suite, avant de devenir 2 fois de suite meilleur joueur du championnat en 2011 et 2012. Une première dans l'histoire du championnat français pour un aussi jeune joueur. La saison 2010-2011 reste la plus marquante car il mène le LOSC au doublé Coupe Championnat aux côtés de Gervinho et Moussa Sow. En tout, il quitte Lille avec 50 buts et 53 passes décisives en 194 matchs. À l'été 2012, Chelsea débourse 40 millions d'euros pour s'attacher les services du prodige belge. Et c'est en première ligue qu'Eden Hazard va véritablement s'imposer comme une superstar mondiale. Dès ses débuts à Chelsea, il impressionne par sa capacité à éliminer n'importe quel défenseur et à créer le danger en un éclair. Il conclut sa première saison avec 13 buts et 24 passes décisives, toutes compétitions confondues. Sous les ordres de José Mourinho, il devient rapidement le moteur du jeu offensif londonien, remportant 2 titres de Première Ligue en 2015 puis en 2017, une FA Cup, une League Cup et 2 Europa League. Les résultats de Chelsea dépendent beaucoup de toi. Est-ce qu'il t'est demandé ou est-ce que tu te sens comme le dépositaire du jeu de Chelsea? Non, je pense que non, je vais pas dire le seul, parce que ce serait manquer de respect aux autres joueurs, mais on comptait plus sur moi que cette année, ça va, je pense que il n'y a pas que moi sur le terrain, mais c'est vrai que... Si la saison 2014-2015 est souvent considérée comme son premier prime, avec un titre de meilleur joueur de Première Ligue, 19 buts, 13 passes décisives et des prestations de très haut niveau, Eden ne s'arrête pas là. En réalité, Hazard a connu plusieurs périodes de forme exceptionnelles, mais le pic le plus marquant reste sans doute la période 2017-2019. En 2018, il éclabousse la Coupe du Monde de son talent, 3 buts, 2 passes décisives et des performances de classe mondiale qui permettent à la Belgique de décrocher une historique 3e place. Un an plus tard, pour sa dernière saison avec Chelsea, 2018-2019, il réalise une campagne exceptionnelle, 21 buts et 17 passes décisives. Également un rôle décisif en finale de l'Europa League contre Arsenal avec 2 buts et 1 passe décisive. Il quitte alors les Blues en véritable légende, fort de 352 matchs, 110 buts, 92 passes décisives et une empreinte indélébile dans l'histoire du club. L'été 2019 aurait dû être l'apogée de sa carrière, il rejoint le Real Madrid pour 115 millions d'euros avec le rêve de succéder à Cristiano Ronaldo. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu. Dès sa première saison, il enchaîne les blessures musculaires et subit une fracture de la cheville, ce qui freine drastiquement son adaptation. En 4 saisons à Madrid, Eden ne disputera que 76 matchs pour 7 petits buts. Son passage au Real Madrid, bien que ponctué de trophées, est globalement un échec sportif dû à son incapacité à rester en forme. Conscient que son corps ne suivait plus, Eden Hazard prend une décision forte. En octobre 2023, il annonce officiellement sa retraite du football professionnel à seulement 32 ans. Un choix difficile mais courageux qui marque la fin d'une carrière en club marquée par des sommets brillants et une fin plus sombre. Mais qu'en est-il de sa carrière avec les Diables Rouges ? Eden Hazard fait ses débuts en sélection nationale en novembre 2008 à tout juste 17 ans, mais il faut attendre quelques années avant qu'il ne s'impose pleinement. À partir de 2012, sous Marc Wilmot, il devient un titulaire indiscutable. Sa capacité à faire la différence balle au pied est un atout crucial dans le jeu belge. Lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, Hazard joue un rôle important dans le bon parcours de la Belgique qui atteint les quarts de finale. Il offre notamment une passe décisive à Kevin De Bruyne contre les États-Unis en 8e. C'est à l'Euro 2016 qu'il commence à prendre une autre dimension en sélection. Capitaine de l'équipe, il livre un match exceptionnel contre la Hongrie en 8e, un but, une passe et des dribbles en pagaille. Mais comme ses coéquipiers, il sombre face au Pays de Galles en quart. Le moment fort de sa carrière en sélection reste la Coupe du Monde 2018. Hazard est tout simplement phénoménal tout au long du tournoi. Il inscrit 3 buts, délivre 2 passes décisives et régale par ses dribbles et son influence. Son match contre le Brésil en quart de finale est d'anthologique. Il réalise 10 dribbles réussis sur 10 tentés, un record en phase d'élimination directe depuis que ces statistiques existent. La Belgique termine 3e, un exploit historique, et Hazard est élu 2e meilleur joueur du tournoi, juste derrière Modric. En 2019, il est officiellement nommé capitaine permanent de l'équipe nationale, mais à partir de là, les blessures commencent à s'accumuler. À l'Euro 2020, il est de retour mais très diminué, et sort blessé en 8e de finale contre le Portugal. Absent lors du quart face à l'Italie, il ne peut empêcher l'élimination.
Le mondial 2022 est une compétition difficile pour lui, toujours capitaine mais très loin de son niveau d'antan, Hazard peine à influencer le jeu. Il est remplacé prématurément dans chaque match et subit de nombreuses critiques. Après l'élimination dès la phase de groupe, Eden Hazard annonce sa retraite internationale en décembre 2022 à seulement 31 ans. Il quitte les Diables Rouges avec 126 sélections, 33 buts et 36 passes décisives, devenant l'un des joueurs les plus capés et les plus influents de l'histoire de la sélection nationale belge. Son héritage reste immense, tant pour ses qualités techniques que pour son rôle de leader dans la meilleure génération que le football belge ait connue. Bon, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais je ne me suis pas encore prononcé. Qui est donc le meilleur entre les quatre? Comme annoncé dans l'introduction, pour déterminer le GOAT de la génération dorée, je compte me baser sur 3 critères. Premièrement, sa carrière dans son entièreté, ensuite le prime du joueur, et pour finir ses performances en sélection nationale. Les critères de la carrière du prime seront notés sur une échelle allant de 1 à 10, tandis que je mettrai une appréciation variant de A à D pour l'apport en sélection du joueur. Je donne quelques exemples pour que ce soit clair. Un 10 sur 10 pour la note en carrière est l'équivalent de celle des plus grandes légendes de notre sport, comme Messi, Ronaldo ou Ronaldinho. Et un 5 sur 10 serait une carrière plus similaire à celle de Timothy Castagne pour citer des joueurs que l'on connaît. Le critère de la carrière prend en compte les différents clubs dans lesquels le joueur a évolué, avec quel niveau de succès, ainsi que les titres collectifs et individuels gagnés. Le critère du prime représente le plus haut niveau atteint par le joueur. Les trophées comptent aussi, mais là je me base surtout sur à quel point je me suis dit « Waouh, ce mec est beaucoup trop fort ». Le troisième critère est peut-être le plus important, l'apport en sélection. Je jugerai le niveau de performance des joueurs pour déterminer à quel point il a aidé sa sélection par le jeu et le comportement. Si je dois donner des exemples de A, je pense que l'on pourrait citer Modric ou Ronaldo. Maintenant que tout est clair, commençons. Concernant la carrière de Romelu Lukaku, il fait incontestablement partie des meilleurs neufs de la dernière décennie. J'ai déjà fait un rapide résumé de son palmarès, ça ne sert donc à rien de vous le décrire une seconde fois. Personnellement, je partirais sur la note de 8 sur 10 pour notre Big Rom national. Ses différents échecs rencontrés à Manchester United, Chelsea et son retour raté à l'Inter me forcent malheureusement à ne pas le mettre plus haut. De son côté, De Bruyne a lui fait une carrière plus constante que Romelu. Sa régularité à très haut niveau est tout simplement impressionnante. Son palmarès est aussi plus fourni que celui de Big Rom grâce à sa Ligue des Champions remportée avec Manchester City. À voir quelle fin de carrière il nous réserve avec son transfert au Napoli, mais pour le moment, je lui mettrai un bon 9 sur 10. Thibaut Courtois aussi a son mot à dire si on parle de meilleure carrière, que ce soit à Chelsea, à l'Atlético ou au Real, il s'est imposé partout où il est passé. Le géant belge a également raflé tout ce qui était possible de gagner et en étant véritablement décisif dans les moments clés. C'est pourquoi je lui attribue la note de 9,5 sur 10 en termes de carrière. Eden Hazard, quant à lui, a aussi une belle carrière. Il ne faut pas oublier qu'il est professionnel depuis ses 16 ans et que ça lui fait donc 12 voire 13 saisons de très haut niveau dans les jambes. Cependant, vu la fin de carrière compliquée, je ne lui attribuerai entre guillemets qu'une note de 8,5 sur 10. Pour le critère du prime, je pense que chacun aura une réponse différente, mais dans un premier temps, je mets 10 à Eden Hazard et je ne suis pas ouvert au débat. Si Zidane est considéré comme une légende pour sa performance contre le Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2006, on doit en dire autant d'Eden Hazard en 2018. En un an et demi, il a mis plus de buts en solo que certains joueurs en ont sur une carrière. Je pense que les défenses de Première Ligue s'en souviennent tant il était incroyable. Sa finale d'Europa League contre Arsenal aussi était exceptionnelle. Je n'ai jamais vu un joueur de football aussi fort hormis Neymar, Messi et Ronaldo. Courtois aussi a eu un prime digne des tout meilleurs. Sa finale de Ligue des Champions 2022 restera sans aucun doute dans les annales et pour ça je lui attribue la note de 10 sur 10 pour le critère du prime. Je pense honnêtement qu'il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire de ce sport. Pour Romelu Lukaku, son prime à l'Inter Milan était également mémorable. Il a battu plusieurs records et a été élu meilleur joueur de Serie A. Il était vraiment fort mais je ne le mettrai quand même pas au niveau d'Hazard ou Courtois. Je lui attribue plutôt la note de 9 sur 10. De Bruyne a quant à lui eu un prime un peu plus difficile à cerner tant il a été régulier dans ses performances. En témoigne le fait qu'il a réalisé plus de 5 saisons à 20 assists ou plus. Pour sa longévité à ce très haut niveau, je lui accorde la note de 9,5 sur 10. Pour finir l'apport en sélection nationale, je mets A à Lukaku, je pense que la raison est claire. Peu de joueurs dans l'histoire ont autant contribué à leur sélection nationale. En sa qualité de leader technique et capitaine, Eden Hazard a aussi longtemps représenté le visage de la Belgique. Aucun autre joueur de cette vidéo a été aussi fort dans les grands matchs que lui, c'est pourquoi je lui mets un A aussi. Kevin De Bruyne quant à lui a réalisé une excellente carrière internationale mais a trop souvent été en dessous de son niveau habituel montré à City, je lui attribue donc un B. Thibaut Courtois aussi a réalisé quelques arrêts marquants sous la vareuse des diables, mais ces différentes polémiques viennent ternir son image en sélection, c'est pourquoi je lui attribue un C. Avant de dévoiler mon choix, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça récompenserait beaucoup mon travail et si vous êtes fan de football belge, mon contenu ne devrait pas trop vous déplaire. Bref, maintenant en ayant tous ces éléments en tête, j'ai choisi comme meilleur joueur de la génération dorée, Eden Hazard. Je pense sincèrement que l'ancien Chelsea en a fait rêver plus d'un et qu'il est l'une des raisons majeures pour lesquelles énormément de Belges ont commencé à suivre le football avec passion. Son empreinte sur le football belge est selon moi sans précédent, aussi bien sur le terrain qu'en dehors, par son charisme, son style de jeu et sa capacité à faire les différences dans les grands moments. Je pense également qu'aucun joueur évoqué dans cette vidéo n'a atteint le niveau exceptionnel qui était le sien durant la Coupe du Monde 2018,
et je n'ai pas peur de le dire, sa performance contre le Brésil durant cette compète est digne des plus grandes légendes de ce sport et n'a absolument rien à envier à celle de Zidane en 2006. Il a montré qu'il pouvait porter une équipe entière sur ses épaules face à une des meilleures sélections du monde. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il a aussi été capitaine après Vincent Kompany, devenant ainsi un leader pour cette génération. À mes yeux, Eden Hazard restera une figure emblématique et inégalée du football belge. C'est ma réponse, et comme je l'ai annoncé précédemment, chacun est libre de choisir le joueur qu'il souhaite. Dites-moi en commentaire si vous aurez choisi un autre diable, et à la prochaine.